bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rester fidèles. Merci de rester fidèles à cette émission qui a pour objectif de reconscientiser les hommes de la société que nous sommes. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, Source de vie met le plein feu sur une thématique très essentielle. Aujourd'hui, nous parlerons de la consommation locale. Quel apport peut-elle avoir sur le développement d'une localité? Des grandes nations aujourd'hui se sont bâties grâce à cette consommation parce qu'ils ont su se donner un label, ils ont su faire vendre le label à travers le monde entier. Les États-Unis aujourd'hui peuvent se vanter d'avoir une autorité aussi importante à cause de l'entrepreneuriat qui a eu à se développer dans ce pays-là et qui a aidé le gouvernement à réaliser de nombreux qui a aidé le gouvernement, je dirais, à réaliser de nombreuses œuvres afin de développer le pays. Mesdames et messieurs, nous avons choisi aujourd'hui d'inviter aussi un jeune homme qui autrefois travaillait pour une grande firme, mesdames et messieurs, mais aujourd'hui il a décidé de se retirer, il a décidé d'aller donner une main forte à une autre structure embryonnaire qui aujourd'hui, mesdames et messieurs, je peux vous le certifier, est aussi en train de se créer déjà un espace considérable dans le commerce mondial. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous recevons ce jeune homme-là, il est très jeune, il est charismatique, mesdames et messieurs. Nous recevons monsieur Walter Epo. Alors bonjour monsieur Epo. Bonjour. Merci une fois de plus d'avoir accepté de venir échanger cet après-midi avec nous. C'est moi qui vous remercie de l'opportunité, de la vitrine que vous montrez pour communiquer sur cette thématique. Ok. Déjà, rappelons-le, aujourd'hui, notre hôte a un an de plus et nous ne pouvons pas manquer cette opportunité pour lui adresser tous nos voeux, tous nos meilleurs voeux pour ces un an de plus que vous avez aujourd'hui, monsieur Paul. Source de vie et toute l'équipe de Source de vie est très heureuse de vous adresser ces vœux-là. Joyeux anniversaire et tous nos voeux de meilleurs. Merci. Ok. Mesdames, Messieurs, comme vous le constatez, nous allons directement rentrer dans le thème de ce jour. Nous allons directement renchérir en retrouvant notre invité, Monsieur Epo. Vous avez longtemps travaillé pour des structures. Vous avez même été, je peux dire, vous avez été tenté même des fois à faire de la fonction publique, mais vous avez eu cet esprit-là de vous dire si de nombreuses personnes ont contribué au développement de notre pays en devenant autonomes, en se lançant dans le secteur de l'entrepreneuriat, pourquoi pas moi? Qu'est-ce qui vous a encouragé à vous lancer dans ce secteur? Déjà, il faut dire que l'envie d'entreprendre est née avec moi au même moment que moi. Vous savez, quand j'ai fini mes études universitaires, je suis effectivement tenté, comme tous les autres Camerounais, de faire des concours. Mais à la grande surprise, ayant même les moyens de faire ce concours, je décide de ne pas trop essayer dans cette voie-là. J'ai choisi de me lancer dans le secteur privé, où j'ai travaillé avec un certain nombre d'entreprises, on en reviendra. Et puis au bout de cela, je me rends compte que mon action à travers ces entreprises n'est pas très visible. Je me donnais à fond, mais il n'y avait pas une véritable incidence. Donc du coup, j'ai décidé de créer un mécanisme qui me permettrait de vanter en fait mon savoir-faire. Et donc je suis passé à l'entrepreneuriat déjà parce que je suis né avec ce côté entrepreneur, aussi parce que j'ai compris très tôt que j'avais quelque chose à apporter dans l'édification de notre pays. Ok. Bon, aujourd'hui, M. Paul, vous avez vu, nous vous avons invité parce que nous voulons parler de ce thème-là, ce thème très sensible que nos différents internautes ne parviennent pas encore à comprendre que c'est par cela que nous pouvons faire développer notre nation. Les États-Unis sont passés par cette thématique-là, ils ont pu comprendre ce système-là avant de devenir ce qu'ils sont aujourd'hui dans le monde, avant d'être grandes puissances comme ils sont. Monsieur Paul, dites-nous, que pensez-vous de la consommation locale? Déjà, il faut d'abord améliorer la compréhension
de tous nos internautes. Parce qu'en réalité, avant de parler de consommation locale, il y a d'abord le mot consommation qui s'apparente justement, on peut la définir comme la destruction d'un bien. Maintenant, si on veut ajouter le mot local là-dessus, c'est la destruction d'un bien local. Moi, ce que je dirais de la consommation locale, c'est que elle trouve sa fonction dans le mot consommation en fait, c'est-à-dire consommation étant vecteur de la croissance, et donc la consommation locale par ricochet est le vecteur de la croissance locale. Donc il faut beaucoup consommer localement pour se développer localement. Ok. Et passant par là, quels peuvent être ses intérêts pour le développement d'une localité? Bien entendu que au jour d'aujourd'hui, quand on parle du développement local, on fait allusion à plein d'autres choses, mais on oublie généralement le problème de base, qui est que nous devons être capables de consommer ce qu'on produit et de produire ce qu'on consomme. Vous arrivez dans certaines localités, vous trouverez que ces localités-là savent produire un bien, mais difficilement le consomment. Et ils le consomment difficilement, pourquoi? Parce qu'ils ne le produisent pas de manière à commercialiser. Donc, aujourd'hui, l'intérêt que peut avoir la consommation locale est d'abord arrière, c'est-à-dire quoi? On doit pouvoir produire ce qu'on sait faire de façon à le commercialiser déjà. Là, c'est la réalité du Cameroun. Au Cameroun, on sait faire des choses, mais on ne le fait pas de manière à le commercialiser. Donc, il faut déjà savoir produire un bien commercialisable. Une fois qu'on sait produire un bien commercialisable, on verra l'incidence rapide sur le développement local. De quelle manière? Aujourd'hui, vous avez des gens qui produisent un bien, je vais prendre par exemple le bien qui est sur la table, le piment de table. Si nous parlons par exemple du piment de table, il y a des gens qui sont capables de vous produire du piment de table. Mais l'essentiel aujourd'hui n'est pas de produire le piment de table. L'essentiel aujourd'hui, c'est de produire le piment de table de façon à le commercialiser, c'est-à-dire de mettre, avoir un process de fabrication qui répond aux normes standards de production, avoir une philosophie marketing propre à ce produit, ok? Et lorsque vous avez développé cette façon de produire, il est clair que on va tirer vers la consommation de ce produit. Vous voyez un peu. Et dès qu'on est vers la consommation de ce produit, imaginons que nous soyons peut-être dans la localité de Souzarou, on sait faire du piment et qu'on sait le commercialiser sous cette forme. L'incidence rapide sur le développement local, c'est la création d'emplois dans la localité. Première chose. Deuxième chose, on est en train d'améliorer, de contribuer à la fiscalité. Vous savez, toute entreprise paye des impôts. Et l'État aujourd'hui, notre État, avec encore en plus le corona, a besoin de créer d'argent. Donc, l'incidence est directe en fait. Monsieur, d'accord. Bon, pour renchérir, vous voyez, vous avez dit tout à l'heure que de nombreuses personnes créent normalement des produits pareils, mais c'est uniquement pour la consommation. Ils ne commercialisent pas cela. Mais on connaît de nombreuses structures aussi qui aujourd'hui produisent même de manière à commercialiser, mais c'est plutôt la population qui ne donne pas un intérêt, qui n'apporte pas à ce produit-là un intérêt particulier. Ils préfèrent plutôt la consommation des produits venus d'ailleurs parce que, disent-ils, ce sont ces produits qui sont de meilleure qualité. Est-ce que vous pouvez nous partager cet avis de ces hommes de la société qui aujourd'hui sollicitent toujours plus ces produits d'ailleurs que celui de chez eux? Oui, en fait, c'est un couteau à double tranchant. Vous savez, nous sommes très nouveaux dans la mentalité du Cameroun. Hein. C'est une mentalité, c'est une philosophie qui ne date pas de très longtemps. Et il y a de cela quelques années que l'envie de protéger le savoir-faire camerounais est née. Donc, tout le monde aujourd'hui comprend que le Cameroun sait produire des choses. Mais ça revient exactement à ce que je disais préalablement.
c'est que les gens, les entrepreneurs aujourd'hui ne sont pas capables de produire un bien de manière à le commercialiser. C'est ça le problème. Aujourd'hui, quand Keva Bindos va produire son piment de table, une entreprise chinoise produira le même piment de table. Du point de vue de la qualité, ça je suis sûr que on ne pourra pas en faire débat. Ce qui va déranger beaucoup plus, ça sera au niveau du prix. Ça sera au niveau du prix parce que les Chinois vont nous proposer du piment de table peut-être à 100 francs, 200 francs, alors que nous sommes légèrement au-dessus de cela. Et nous serons au-dessus de cela justement parce que ils ont des process de production adaptés. Ils produisent pour véritablement commercialiser. Quand je dis commercialiser, ce n'est pas au niveau seulement de la forme, c'est même au niveau du process de production. Il faut que la production soit industrielle. Il faut dégager, il faut produire de manière à avoir un minimum d'économie d'échelle. Donc, c'est lorsqu'on produit moins cher et de bonne qualité qu'on vend. C'est ça l'équation en fait. Pour que les entreprises camerounaises s'en sortent aujourd'hui face à la concurrence étrangère, ce n'est pas un problème de marque. C'est un problème, c'est une équation, c'est l'équation suivante en fait qu'il faut résoudre. C'est-à-dire, produire la bonne qualité et moins cher. À moins de tout, c'est tout. Ok. Bon, aujourd'hui, dans notre société, alors, quelle peut être l'influence de cette consommation locale-là? L'influence de cette consommation locale, elle peut être quelle? Donc, parlant d'influence, vous savez que au Cameroun déjà, notre consommation, on importe plus qu'on exporte. Ok? Et donc, ça veut dire qu'on consomme plus étranger. Si aujourd'hui, nous nous adaptons à la concurrence déloyale qui est faite aux Camerounais dans leur pays, c'est une concurrence déloyale. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand je regarde mes concurrents directs dans certains de mes produits, je me rends compte qu'ils sont vraiment mieux outillés que moi dans leur production. Okay? C'est pour ça que je parle de concurrence déloyale. Donc aujourd'hui, si on a la capacité de produire, de bien produire, l'influence sera telle qu'on va renverser immédiatement les tendances d'import-export. C'est-à-dire que comme on importe plus qu'on exporte, dès le moment où on a la maîtrise de nos process, la maîtrise de nos coûts, la maîtrise de la qualité, la standardisation même du produit, la maîtrise de la standardisation du produit, c'est clair qu'on va inverser la tendance et on va se sentir obligé d'exporter aussi notre savoir-faire, de faire parler du même Cameroun ailleurs. Ok, donc vous voulez pour autant dire que ce qui est l'influence directe de la consommation locale, c'est le fait d'importer, de toujours importer des produits venus de l'extérieur pour notre pays. Et en plus, ce produit-là est plus, je peux dire, ciblé par la population. Et à cause de son moindre coût, donc l'influence directe de cela, c'est l'importation, selon vous? C'est l'exportation. L'exportation, oui, ça veut dire que l'influence directe de la production ou alors de la consommation locale, c'est que on crée le marché pour pouvoir l'importer. En réalité, c'est ça. Si on produit, si Keva produit du piment, l'influence directe de la production du piment, c'est que on crée la consommation au Cameroun, du piment camerounais. Et ensuite, on aura une tendance à l'amener vers l'extérieur. Okay. Et donc, on retrouve immédiatement un rééquilibre au niveau de la balance commerciale si la tendance est suivie par d'autres entrepreneurs. Ouais. Ça veut dire que tous ceux qui font dans le monde du Cameroun, dès le moment où ils ont la capacité d'envoyer le crédit à l'extérieur, c'est clair qu'on devient un pays exportateur. Mais quand vous regardez la société d'aujourd'hui, est-ce que la population de notre société fait attention au label du Cameroun, au label camerounais? Oui, ils font attention. Ils font attention. Il y a une forte tendance, je le disais en début d'émission, il y a une forte tendance
des consommateurs à consommer localement. Maintenant, le fait c'est quoi? Le fait c'est que au jour d'aujourd'hui, beaucoup de gens se lancent dans la consommation locale, n'ayant pas les prérequis. Vous voyez aujourd'hui quelqu'un vous produit n'importe quoi, il n'est pas constitué en entreprise, il n'a rien entamé en termes de précaution qualité, il ne produit pas dans les normes que la norme exige, il n'y a pas d'hygiène dans la production. Donc du coup, tout arrive sur le marché. Et lorsque il y a un produit made in Cameroun qui respecte tous les standards, toutes les normes, et un autre produit pareil, made in Cameroun, qui ne respecte rien du tout, pour le même consommateur qui consomme les deux produits, il a l'impression que au Cameroun, on a tendance à ne pas mesurer ce qu'on vend, à ne pas être regardant sur ce qu'on vend. Donc, la philosophie actuelle du Made in Cameroun, c'est que bon, tout le monde se lance, tout le monde produit n'importe quoi. Vous voyez un peu. Or, aujourd'hui, ce qui doit être fait, il doit y avoir un nettoyage de fond au niveau des acteurs du Made in Cameroun. On doit être capable d'identifier tous ceux qui produisent Made in Cameroun, de les accompagner dans l'optique d'améliorer la qualité de leurs produits. C'est justement parce que rien n'est fait à ce niveau, il n'y a pas un suivi à ce niveau. C'est justement parce que aussi les différents acteurs, les différents entrepreneurs dans le Made in Cameroun refusent ou alors n'ont pas les moyens de suivre les normes standards, de suivre les normes qualité que la norme aujourd'hui exige, que n'importe quoi arrive sur le marché. Et donc quand vous consommez un produit qui ne respecte pas des normes, qui est fait à partir d'une très mauvaise hygiène, d'un très mauvais process, vous vous retrouvez en train de tester le Made in Cameroun parce que justement le produit n'est pas consommable, n'est pas propre à la santé. Okay, mais on voit aujourd'hui des entreprises, plusieurs entreprises aujourd'hui font l'effort de pouvoir mettre tous les moyens en jeu pour pouvoir se faire une place sur le marché camerounais, mais ils ne parviennent pas parce que la population, nos populations, on peut dire, parce que ce n'est pas seulement la population camerounaise, parce que aujourd'hui presque toute la population africaine a toujours plus le regard rivé des produits venus de l'Occident ou de l'Amérique, parce que, disent-ils, comme je le disais autant il y a quelques instants, ces produits qui sont importés ont plus de valeur à leurs yeux parce qu'ils disent c'est la meilleure qualité. Bon, vous par exemple, vous êtes un entrepreneur, au Cameroun et vous faites dans le secteur de la production des produits agroalimentaires. Est-ce que votre produit réussit déjà, est-ce que votre produit s'impose déjà sur le territoire national? Non, les produits qui s'imposent sur le territoire national. Nous sommes présents dans plusieurs marchés. Ces produits s'imposent. Maintenant, il faut savoir qu'en théorie de consommateur, il y a d'un côté le snobisme qui consiste à quoi? À manger ce qui est cher, ce qui vient d'ailleurs, ce qui n'est pas connu de tous. En fait, ce qui n'est pas à la portée de tous. Vous voyez un peu. Donc aujourd'hui, je peux comprendre que quelqu'un qui a ses moyens préfère consommer français ou américain au lieu de consommer camerounais. Parce que ça consiste à construire le caractère, en fait, la PSU richissime que les autres auront de lui. Et que si quelqu'un consomme français au jour d'aujourd'hui, on comprend que c'est un riche. Ouais. Vous voyez? Mais maintenant, la réalité profonde est laquelle? La réalité profonde est que nous n'avons pas les mêmes moyens de produire ces produits-ci au même titre que ces entreprises-là. Vous voyez, ouais. On a des concurrents, par exemple, sur l'huile de coco, on a des concurrents très forts qui le font de façon industrielle et qui ont les moyens d'optimiser leur production. Mais nous, on n'aura jamais ces moyens simplement parce que, bon, l'accompagnement dont on a besoin ne suit pas. Si aujourd'hui je vais au niveau d'une banque ou d'une microfinance solliciter un crédit, on ne me donnera pas. On ne me donnera pas simplement parce que
ils diront que je suis trop petit pour eux. Vous voyez? Or, ces entreprises occidentales ont déjà un certain standing, ont été soutenues, et donc c'est normal que celui qui a plus d'argent détruise celui qui a moins d'argent. Mais il faudrait également savoir que ces entreprises autrefois ont eu un début, tout comme Kebab, les routes de structure. Oui. On va prendre un exemple sur Coca-Cola, de ce produit américain qui aujourd'hui est dans presque tout le monde entier commercialisé. Eux aussi ils ont eu un début. Mais moi je pense que c'est la mentalité, parce qu'on va mettre la mentalité beaucoup plus en avant. Parce que ce sont des populations de là-bas qui ont commencé par donner d'abord une importance aux produits de leur localité. Parce qu'ils l'ont consommé, ils en consommaient, on produisait assez pour la population, mais la population également consommait et cela encourageait les structures de produits davantage. Mais chez nous, moi je pense que vous ne pensez pas que c'est cette mentalité de l'Ouest africaine qui est encore, je peux dire, rétrograde, qui fait en sorte que ces produits ne sont pas, qui fait en sorte qu'ils ne font pas attention aux produits de chez eux. Je suis totalement d'accord avec vous. Il y a aussi un problème de mentalité au-delà de tout. Mais je préfère, vous savez, l'entrepreneur est celui qui parle beaucoup plus des chiffres, puisque c'est ça qui oriente la décision. Vous comprenez? Il faut des chiffres pour orienter la décision. C'est vrai qu'il y a aussi un aspect anthropologique, psychologique, vous voyez? Mais au préalable, c'est quoi? Au préalable, la première chose qu'on doit voir, c'est quoi? La première chose qu'on doit voir, c'est que il est clair que nous sommes petits par rapport aux autres et on ne peut pas les faire concurrence. Maintenant, peut-être il faudrait que on regarde aussi sur l'aspect des mentalités. Mais la mentalité, c'est une chose sur laquelle on ne peut pas facilement influencer. Chaque être humain a sa mentalité. Pour pouvoir aujourd'hui convaincre un consommateur normal de consommer uniquement made du Cameroun, c'est la chose la plus difficile à faire. C'est difficile pourquoi? C'est difficile simplement parce que il y a un problème de goût. Si aujourd'hui ils ont une entreprise, je vais par exemple parler d'un de mes produits que vous ne voyez pas ici, la farine de soja. Si aujourd'hui j'ai un concurrent qui vient sur le marché au Cameroun, qui veut vendre la farine de soja, il est clair qu'il va m'écraser. Il va m'écraser simplement parce que je n'ai pas la même structure que lui. Mon entreprise n'a pas la même structure que lui. Mon entreprise n'a pas les mêmes machines que lui. Mon entreprise n'a pas les mêmes moyens financiers que lui. Du coup, je suis pas compétitif. Donc, avant d'arriver à renvoyer la faute au consommateur, il faudrait d'abord que moi, en tant que producteur, je comprenne d'abord mon problème. Mon problème est le suivant. On a besoin d'accompagnement. On a besoin d'accompagnement. Et est-ce que le gouvernement n'accompagne pas cette petite film qui aujourd'hui veut faire voir l'image du Cameroun, qui aujourd'hui font voir l'image du Cameroun à travers l'alimentation dans le monde entier? Est-ce que l'État n'accompagne pas? Parce qu'il y a certaines structures qui disent plutôt qu'ils sont sous, je peux dire, la houlette même de certains ministères. Oui. Ces ministères les accompagnent. Non, l'État, vous savez, le problème n'est pas de dire qu'on accompagne. Où est-ce qu'on oriente l'accompagnement? Vous voyez, au jour d'aujourd'hui, il y a des gens justement qui bénéficient des subventions. Mais est-ce que c'est ce genre d'accompagnement qu'on veut? Non. L'accompagnement qu'on veut, c'est quoi? C'est que par exemple, vous savez, moi je suis contre les personnes qui pensent que l'État doit donner de l'argent. Non. Moi ma mentalité en fait c'est quoi? C'est que nous devons produire de l'argent. Et l'État doit bénéficier de cette production à travers les impôts qu'on paye. Vous voyez? Maintenant, ce que moi je demande, l'accompagnement que je demande, c'est que au jour d'aujourd'hui, on doit être capable, que l'État doit admettre que dans un premier temps, ils doivent perdre sur nous. Pas en nous donnant de l'argent. Mais en nous accompagnant dans certains allègements. Donc, vous voulez que le gouvernement essaye de revoir
sur les taxes et autres que vous versez chaque année? Bien sûr, il y a des allègements qui doivent être faits. On doit bénéficier de certains allègements. On doit bénéficier d'un certain protectionnisme de la part de l'État, c'est-à-dire quoi? Si je produis du soja et qu'une entreprise américaine produit le soja, il doit être taxé et moi pas. Parce que dès que le soja américain est taxé, il coûte plus cher. Et dès qu'il coûte plus cher, moi qui vends moins cher, je me fais une place petit à petit. Mais moi je peux dire plutôt que c'est le produit local en fait qui est plus coûteux sur le marché. Et je peux dire que c'est ce qui fait même souvent. On nous avons créé la même chose. Voilà, parce que c'est plus. Les consommateurs aujourd'hui fuient le produit local. Parce qu'il est cher. Il est coûteux, voilà. Mais il est cher pourquoi? Parce qu'il n'est pas produit de façon industrielle. Parce qu'il est produit sans respecter la norme d'économie d'échelle. On ne suit pas les économies d'échelle en fait. Vous savez, vous voyez, il faut savoir produire de façon industrielle. Il faut savoir produire de façon industrielle. Alors, produire de façon industrielle demande un très gros équipement. Ok? Ça demande un très gros équipement. C'est qu'aujourd'hui, les entreprises camerounaises n'ont pas les moyens d'avoir. En fait, les petites entreprises comme les nôtres qui font dans le Cameroun, nous n'avons pas ces moyens d'avoir. Nous n'avons pas les moyens d'avoir ces entreprises, ces équipements-là. C'est pour ça que ces produits coûtent cher. Et je dis donc que, dès le moment où nous on bénéficie de certains allègements de l'État, c'est-à-dire que l'argent qu'on doit sortir dans nos lancements, dans le lancement de nos entreprises, ce qu'on doit dépenser, si on ne le dépense pas, ou alors moins, on va se sentir un peu à l'aise, un peu compétitif, parce qu'on va réorienter cet argent, peut-être dans la publicité, peut-être dans l'achat d'équipements et consorts. Vous voyez, je n'ai pas terminé. Par contre, si je vends mon piment cher, et par exemple, ce piment qui coûte 500 francs aujourd'hui, si je le vends à 500 francs aujourd'hui, et qu'une entreprise étrangère vient vendre ce piment à 250 francs, c'est clair qu'on va acheter le piment de l'entreprise étrangère. Mais sauf que si l'État l'a taxé, il revient soit à 500, soit à 600 francs, et donc un peu plus cher que le mien. Et du coup, on se rabat sur le piment camerounais. Donc c'est aussi ça. Il faut que l'État prenne le courage de protéger le savoir-faire. Donc l'État doit protéger ce savoir-faire, mais également, je peux dire le producteur également doit aussi se donner des moyens nécessaires pour pouvoir réussir. Parce que moi je dis toujours, j'ai tendance toujours à le souligner, ces pays européens se sont développés pas grâce à leur gouvernement. Parce que si aujourd'hui, je peux dire la France est au niveau où ils sont, c'est beaucoup plus grâce au secteur entrepreneurial, parce que ce sont ces gens du secteur entrepreneurial qui font la force du gouvernement. Ce sont eux qui accompagnent souvent certains projets du gouvernement. Parce qu'ils n'attendent pas seulement du gouvernement, mais eux ils apportent également, c'est ça qui contribue au développement de ces localités-là. Ce que vous dites est vrai. Vous comprenez. Je ne suis pas contre cela. Mais je dis juste que à chaque époque son contexte. Je ne voudrais pas faire l'histoire de la France ou des États-Unis. Ouais. Je dis peut-être à leur époque, ce contexte s'y prêtait. Vous voyez. Mais à notre époque actuelle, il faut une voie de sortie et c'est celle-là que je suis en train de préconiser. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez un étudiant, peut-être de la FASA de Tchang, ou de l'Instaï de Gaoundéré, qui sont ingénieurs, qui a souffert pour aller à l'école. Il n'a pas les moyens de créer une entreprise. Il faut qu'ils trouvent ces moyens. Et généralement, des gens lancent des entreprises avec 100 000 francs, 200 000 francs, 300 000 francs. Donc, c'est un travail de longue haleine. Donc, si aujourd'hui on se plaint, nous nous plaignons tous que le Made in Cameroun ne prospère pas assez, c'est parce que justement, nous sommes en train de faire avec nos moyens de bord. Nous sommes en train de nous battre. Ça va prendre du temps. Maintenant, si on veut qu'il aille à un rythme un peu plus élevé, il faudrait donc que l'État joue son rôle. Ok, bon, ça on l'a compris. Bon, et dites-nous, consommez-vous local vous-même, personnellement, est-ce que vous consommez les produits locaux? Je ne consomme que les produits locaux. Donc, donc si on arrive chez vous, on va trouver uniquement des produits. Je ne consomme que des produits locaux. Du moins en termes d'agroalimentaire.
Et Peut-être ailleurs, c'est autre chose, mais sur le plan de mon alimentation, je consomme local. et ça, c'est pas parce que, c'est pas peut-être pas, ce n'est pas peut-être parce cela n'est pas parce que vous faites dans ce secteur-là. Si vous n'étiez pas dans ce secteur, auriez-vous apporté tant d'importance, accordé tant d'importance à ces produits-là, à cette consommation locale? Bien sûr, parce que le fait de consommer localement est motivé par un sentiment qui n'a rien à voir avec mon esprit d'entreprendre. Ce sentiment, c'est l'amour du Cameroun. J'aime bien mon pays et puis du coup, je consomme que ce qui vient de là. Maintenant, si je pouvais dire que je consomme totalement camerounais, si le Cameroun faisait tout. Mais dans ce que le Cameroun fait, c'est ma préférence. Vous mettez n'importe quoi face à un produit camerounais, je vais Votre attention sera plus portée du côté du Cameroun. Bien sûr. Maintenant, il faut avouer que on n'accepte pas tout et n'importe quoi. Ouais. Si le produit camerounais est de mauvaise qualité, c'est clair que je vais dire, bon, ce produit doit pas être amélioré. En attendant, je consomme peut-être français. Ok. Et dans cette optique-là, quels sont les produits locaux qui peuvent contribuer au développement de notre société? Donc tous les produits ont un impact sur le développement. Puisque aujourd'hui, quand vous vendez du piment, vous créez de l'emploi grâce à ce piment. Vous payez des salaires, vous payez des taxes. Mais bon. Maintenant, vous vendez de l'huile de coco, vous créez de l'emploi grâce à cette huile de coco. Vous vendez du soja, de la farine de soja ou de la farine de maïs ou encore de la pâte d'arachide à tartiner, vous allez créer de l'emploi et donc ça a une incidence sur le développement. Donc vous voulez dire ces trois produits que vous venez de citer sont ceux qui peuvent plus contribuer au développement du Non, dans ma gamme de produits, en fait, ce que je veux dire en réalité pour répondre clairement à votre question, c'est que tout sans exception contribue à la même hauteur. Il n'y a pas un produit qui contribue que l'autre. Tout dépend juste du plan marketing. Vous savez, vous pouvez vendre ce piment à mieux que n'importe quoi si le plan marketing est adapté. Ok. Et pourquoi avez-vous mis plus en avant tout à l'heure le soja, du piment? Je ne comprends pas pourquoi vous avez mis plus ces produits en avant. Non, en fait, je mets ce que je maîtrise. Je parle de ce que je maîtrise. Alors, vous parlez plutôt des produits que vous mettez sur le marché? Bien sûr, je ne peux pas parler par exemple je vais dire quoi, je vais parler de quoi là, du chocolat camerounais, parce que je ne produis pas du chocolat. Je parle de produits dont je maîtrise les process de production, je maîtrise les coûts de production, je maîtrise la consommation de ces produits sur le marché, je maîtrise le plan marketing, donc du coup, je parle de ça. Ok. Et pensez-vous qu'il y a, bon, certainement vous l'avez dit tout à l'heure dans vos propos, mais j'aimerais que vous essayiez de nous le redire encore, et plus précisément, y a-t-il une différence entre les produits, y a-t-il une différence de qualité, bon, dans la qualité du produit made in Cameroun et un produit venu de l'extérieur? Y a-t-il une différence en matière de qualité? C'est clair que cette question, a priori, c'est qu'il y a une différence de qualité. Parce que on se dit tous que le produit qui vient de l'étranger est de meilleure qualité. Maintenant, tout dépend de ce qu'on met dans qualité. La qualité n'est pas que le goût. La qualité, c'est aussi les constituants. Vous voyez? Maintenant, il y a des gens qui... La qualité va même au-delà même des constituants. Il y a plusieurs paramètres qui entrent dans la qualité. Mais aujourd'hui, la tendance, c'est quoi? Les consommateurs veulent consommer bio. Veulent consommer ce qui est difficile à trouver dans les produits qui viennent de l'extérieur. Aujourd'hui, vous allez voir une femme qui n'a pas son entreprise, qui va venir produire un bien, mais qui sera un concept fait maison. En Europe, par exemple, quand on parle du fait maison, on comprend qu'il y a plus de rigueur dans la production. Vous voyez? Donc,
Je vous dis, je vous le redis encore, c'est clair, les produits d'ailleurs sont de meilleure qualité puisque c'est eux qui ont conçu les normes qualité, sécurité, environnement. Ils savent quoi, ce qu'ils mettent dans tout ça et c'est ça que nous tous on utilise ici. Maintenant, il y a des normes internationaux, il y a des normes nationaux. Au Cameroun, par exemple, nous on suit les normes camerounaises. Et puis lorsqu'on va se projeter à l'extérieur, on va suivre les normes internationaux. Internationales, on dit les normes. Du coup, pour ma part, ils sont de meilleure qualité. Maintenant, pour les produits camerounais ont la prétention de faire dans le nature, le bio, le non chimique. Bon, les produits camerounais, mais il faudrait signifier que parmi ces produits, on retrouve des produits également qui font la concurrence à l'échelle mondiale parce que on va prendre l'exemple sur cette boisson, la Kadi, qui aujourd'hui, si on va sur le plan international, ils défient certaines structures. Et il est plus, comment dire, il est plus consommé au Cameroun aujourd'hui parce que plusieurs populations, plusieurs hommes de notre société aujourd'hui donnent plus d'importance à ce produit-là. Parce que en fait, je ne vous coupe pas. En fait, c'est... Moi, j'ai souvent du mal à parler de ce que je ne maîtrise pas. Vous voyez, ouais. Je ne maîtrise pas les chiffres de KG. Je ne connais pas le marché de la KG. Non, mais ils sont très bien visibles. Non, je veux dire, je ne sais pas s'ils vendent à l'étranger. Je ne sais pas quelle part de marché ils ont au Cameroun. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on voit qu'il est consommé, que cette bière est consommée, voilà. Qu'elle est consommée. Maintenant, il faudrait comprendre que un homme comme M. Kaji Defosso, P.A. Sauvage, patriarche, ou encore comme Victor, ce sont des exceptions. Les Dan Polo, ce sont des exceptions, ce sont des gens qu'on a envie de suivre. Ce sont des gens qui ont su se frayer un chemin. Donc aujourd'hui, quand nous on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est l'objectif. Le père Kaji qui est décédé, c'est l'objectif de tout entrepreneur camerounais. Il veut être comme le père Kaji, il veut être comme Baba Dampulo, il veut être comme... Pourquoi ne cherchez-vous pas à suivre cette logique de ces hommes d'affaires aujourd'hui qui excellent aussi, hein, grâce au conseil que leur ont apporté ces patriarches-là? Parce que aujourd'hui, quand vous attendez parler du PDG, le président directeur général d'Africa First Bank, le docteur Paul Kamoni Foukam, il le remercie toujours devant tout écran, le patriarche Kaji Defosso, par rapport à ces conseils qu'il lui a fournis. Et ce sont ces conseils-là qui ont fait sa force. Parce que pourquoi ne pas aussi vous, vous replier de ces personnes-là qui ont gagné de l'expérience de ces patriarches-là et gagner aussi des conseils, des conseils qui pourront vous aider à accélérer davantage? D'entrée de jeu, on ne refuse pas un conseil. Si aujourd'hui j'ai la chance de m'asseoir sur la même table, ou bien si j'ai la chance de m'asseoir sur la même table avec le président directeur général d'Africa First Bank, mon objectif, ça sera qu'il me dise un mot. Vous voyez, le rêve le plus fou qu'un jeune entrepreneur peut avoir, c'est de se trouver, ne serait-ce que dans son rayon d'1 kilomètre. Si je sais que pour Kankamouni est dans mes parages, mais je vais le chercher. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est une façon pour moi de dire que ce sont des gens qu'on a envie de voir, qu'on a envie de côtoyer, qu'on a envie d'écouter. Maintenant, on s'arrête à les écouter sur YouTube, voilà. Derrière des écrans en conclusion. Mais pourquoi ne cherchez-vous pas à aller vers eux? Parce que si j'ai bonne mémoire, cette personne ne peut pas se déplacer pour venir vers vous. C'est clair. Voilà, donc s'asseoir et puis attendre que docteur Carmonier arrive dans une localité avant d'aller à sa rencontre. Moi je dis ça, c'est plutôt une erreur pour vous, c'est plutôt une erreur de la part de nos entrepreneurs. Pourquoi ne pas chercher hermétiquement d'aller à sa rencontre? Non, on cherche. C'est pas parce que c'est juste qu'on ne les trouve pas. Ce sont des personnes qui sont certainement très occupées au regard de l'ampleur de leur activité. Donc on cherche à les voir. Okay, bon, maintenant,
vous savez dans l'entrepreneuriat au Cameroun, c'est ce que beaucoup de personnes ne veulent pas dire. Lorsqu'un entrepreneur commence, il a cette tendance à aller vers ceux qui ont déjà réussi. La question c'est, est-ce que ceux-là le reçoivent? C'est ça la question. On connaît qui en reçoivent. Bon, non, on ne dit pas que tous n'en reçoivent pas. Parce que c'est bien vrai, on n'illustre pas, mais moi j'aime beaucoup plus donner des références, parce que l'honorable Nourad reçoit souvent plus de 200 personnes par jour concernant cet accompagnement jeune-là. Je suis d'accord, totalement d'accord. Voilà. Je suis totalement d'accord avec vous. Je ne dis pas que tous ne reçoivent pas. Je dis, est-ce qu'ils reçoivent? C'est une question. Je n'ai pas pris une position par rapport à cette question. Maintenant, pour aller au-delà de ma réflexion, je vais aller jusqu'à dire que il ne s'agit pas d'aller vers... Quand on dit qu'il faut chercher quelqu'un, il faut aller prendre un conseil. Il ne s'agit pas d'aller, par exemple, de Madame Nora, honorable Nora. Ouais. Il ne s'agit pas de prendre un rendez-vous avec elle et elle lui dire, je fais comment pour m'en sortir. Non. C'est pas ça. Il y a plusieurs autres choses qu'il faut mettre dans le panier avant d'aller. Il ne s'agit pas, quand il dit mettre dans le panier, c'est pas de... Il faut mettre un bagage avec lequel vous allez pour que vous discutez là-dessus. Ouais. Or, l'entrepreneur aujourd'hui, ma position personnelle, qui peut être combattue ou critiquée, c'est que je me donne les moyens de réussir dans ce que je fais, sans toutefois être un problème ou un souci à quelqu'un. Vous voyez un peu. Donc, il y a plusieurs choses que je peux faire sans passer par quelqu'un. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est juste que quelquefois dans la vie, il faut éviter d'être un problème pour quelqu'un. Et je l'ai précisé, si j'ai la chance de rencontrer une personnalité qui peut m'apporter un conseil, je le reçois. Mais maintenant, ça ne va pas être une vie d'aller chercher tout le monde. Non, c'est aussi ça, c'est aussi important. Parce que si je le disais, c'était juste pour dire qu'on peut quand même aller vers ces personnes. C'était pas bien entendu automatiquement qu'il faudrait toujours venir vers eux. Mais quand c'est essentiel, quand c'est souvent nécessaire d'aller vers eux, il faudrait se replier, aller vers ces personnes et gagner aussi en conseil. Bien entendu. Voilà. Et si on revenait sur notre thématique, est-ce que vous pouvez regarder ces caméras-là aujourd'hui, M. Ebo, et donner quelques conseils à nos internautes sur la consommation locale? Ce que j'ai envie de dire à ceux qui vont nous écouter, c'est que consommer localement est la chose à faire, mais ce n'est pas la priorité. La priorité aujourd'hui, c'est de contribuer à ce que cette consommation locale soit le fruit d'un savoir-faire compétitif. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'un Camerounais produit un jus naturel ou une boisson naturelle qu'on doit forcément le consommer. On doit faire comprendre à ce Camerounais-là que nous voulons bien consommer de son jus, mais il faudrait qu'il se rapproche des institutions étatiques qui l'aideront à produire son jus dans les meilleures qualités, dans un meilleur process de fabrication. C'est ça l'objectif. Donc consommons camerounais, consommons localement, mais aidons nos entrepreneurs, faisons comprendre à nos entrepreneurs que nous voulons bien consommer localement à condition qu'ils s'arrêtent aux normes de la norme. Voilà, mesdames et messieurs, vous l'avez bien compris. Vous savez à partir d'aujourd'hui ce que c'est que la consommation locale. Vous savez ce que peut apporter cette consommation-là dans le développement d'une société, dans le développement de l'État. Monsieur Ebo, qui est notre invité,
vous l'a bien signifié, il vous a édité suffisamment sur cette thématique-là. Alors, mesdames, messieurs, consommons local, consommons des produits de chez nous, afin de donner aussi à notre État, à notre gouvernement, une image plus visible. Alors, on se retrouve tout juste derrière pour la découverte de notre invité. Voilà, mesdames, messieurs, merci de nous rester fidèles. Nous sommes toujours accompagnés de notre hôte du jour, monsieur Ipor Walter. Comme vous le savez très bien, il nous parlera de lui. Nous aurons dû commencer par là, monsieur Ipor, mais vous allez nous excuser d'avoir pris plutôt cela en second plan. Monsieur Ipor, dites-nous qui est monsieur Ipor, où est-il né, qu'a-t-il déjà réalisé, quels sont les projets à venir pour monsieur Ipor? Oui, il faut que j'entre dans des profonds détails. En fait, vous avez signifié tout à l'heure, je suis à mon 25e anniversaire. Je suis Walter Ipor, je suis né dans la localité dans l'arrondissement de Maromba. Je suis financier de formation. J'ai à mon actif une expérience professionnelle d'environ 5 ans avant la création de mon entreprise, parce que j'ai commencé à travailler à l'âge de 20 ans. Donc voilà ce que je peux dire de moi. Maintenant, je reste d'entrer dans le détail avec vos questions. Ok. On vous a vu un moment, durant un moment de vous, en fait, quand vous êtes lancé dans le secteur de l'emploi, à un moment donné, on vous a vu fonctionner avec une grande firme. Qu'est-ce qui vous a fait quitter cette firme-là pour vous lancer dans le monde entrepreneurial? Oui, à un certain moment de ma vie, j'ai travaillé avec le label MTN. J'ai travaillé pour le label MTN. Ouais. C'est clair que tout le monde veut être dans cette boîte-là. Tout le monde veut non seulement être dans cette boîte, au pire des cas être, ne serait-ce que même chez un partenaire MTN. Donc, moi j'ai traité avec cette maison. Je connais un certain nombre de choses là-dedans. Maintenant, j'ai été motivé de quitter cette maison par un souci de conformité envers moi-même. J'avais des projets, j'avais une façon de penser qui ne m'encourageait pas à rester dans cette maison, puisque bon, j'ai dit tout à l'heure en début d'émission, je suis né pour entreprendre, donc j'ai commencé à entreprendre. D'accord, donc est-ce que c'est étant dans le milieu de MTN Cameroun que vous avez eu cet esprit-là, ou cet esprit, bon, vous l'avez dit, vous l'avez autant dit tout à l'heure que vous êtes né, mais est-ce que vous êtes certain que vous êtes né avec cet esprit d'entrepreneuriat là? Je suis né avec cet esprit d'entrepreneuriat, mais non, je le dis, on était dans un... Je travaillais pour un label, je travaillais pour une marque, oui. Et ça n'a jamais été ce qui me convient en fait. J'ai toujours voulu créer ma propre marque, construire ma marque et me faire connaître à travers ma marque. Et c'est ça que j'ai fait aujourd'hui. Okay. Et le monde du fonctionnariat, cela vous a jamais tenté? Bon, vous n'avez jamais essayé un concours d'intégration? J'ai essayé une seule fois un concours de fonction publique, il s'agissait de l'ICA. Ouais. Mais je vais surprendre tout le monde, je n'ai pas composé la dernière épreuve. J'ai pas composé la dernière épreuve parce que la nuit de ce jour-là, j'ai compris que si je réussissais ce concours, je n'allais jamais être ce que je veux. Donc, pour vous, travailler pour le gouvernement, fauche nos projets, ou bien
Non, du point de vue du principe déjà, une personne sérieuse ne doit pas avoir plusieurs casquettes. Vous ne pouvez pas être fonctionnaire et être chef d'entreprise. Ça ne fait pas de vous... On ne comprend pas à quelle heure vous allez travailler pour l'État, on ne comprend pas à quelle heure vous travaillez pour votre... Puisque la journée de travail, c'est de 8h à 16h. Si on convient que c'est 8 heures de temps au travail. Ce n'est pas plus 8 heures de travail. Si on convient que c'est 8 heures de travail, donc c'est de 8h à 16h. Donc, si vous êtes fonctionnaire et vous êtes chef d'entreprise, ça veut dire que vous ne faites pas 8 heures de travail à la fonction publique. Est-ce que ce n'est pas ce positivisme que nous avons du monde entrepreneurial qui vous a pu se captiver? Parce que, on doit le dire, hein, un entrepreneur, c'est celui-là qui est libre, c'est celui-là qui fait de son temps ce qu'il veut. Donc, il n'a pas besoin de courir après. Non, c'est une fausse façon de voir. L'entrepreneur ne fait pas de son temps ce qu'il veut. Puisqu'en réalité, je vais vous surprendre, c'est ce que tout le monde dit. Effectivement, il est maître de son temps, mais il ne peut pas faire de son temps ce qu'il veut. Pourquoi? Parce que c'est une façon de vivre lorsque vous êtes entrepreneur. Ça devient une façon de vivre. C'est tout comme vous décidez d'être prêtre aujourd'hui. Vous avez une façon de vivre. Vous décidez d'être, je vais dire quoi, journaliste, vous avez une façon de vivre. Vous décidez d'être entrepreneur, vous avez une façon de vivre. La preuve, c'est quoi? C'est que parmi les personnes les plus occupées, vous verrez que ce sont les entrepreneurs. Or, on a une tendance à dire qu'ils sont maîtres de leur temps. Ils décident ce qu'ils font, c'est vrai, mais ne s'amusent pas. N'utilisent pas le temps pour s'amuser, n'utilisent pas le temps, ne perdent pas en fait de temps. Mais maintenant, je voulais revenir sur un point. Je voulais dire que la fonction publique ne m'a jamais tenté. Pas parce que l'entrepreneuriat, l'amour de l'entrepreneuriat était au-dessus de l'amour de travailler pour l'État, non. Mais la fonction publique ne m'a jamais tenté simplement parce que un fonctionnaire ne crée pas. Un fonctionnaire n'innove pas. Un fonctionnaire pour conclure ne produit pas. Si le fonctionnaire produisait, peut-être je serais devenu fonctionnaire. Mais je dis, c'est l'entrepreneur qui innove, c'est l'entrepreneur qui produit, c'est l'entrepreneuriat qui augmente l'investissement, et on sait tous que l'investissement c'est le moteur de la croissance. Et aujourd'hui, avec cette casquette de directeur général d'une firme qui tend déjà ses branches du côté international, est-ce que vous pensez déjà avoir eu à atteindre votre objectif? Non, non, les objectifs sont en chemin, nous sommes en train de les atteindre. Nous n'avons pas encore atteint. Je vous disais tout à l'heure que mon objectif personnel, c'est ces riches Camerounais là. Oui, il faudrait que j'ai une entreprise qui a cette dimension, qui a la dimension de leur entreprise. Vous voyez, il faudrait que je sois un peu au niveau de peut-être Papa Kaïji de Fosso ou Papa Fosso Victor, ou peut-être Papa Damboulou. Là, on a les Célestin Tawamba qui est là. Ce sont ces gens qu'on a envie d'imiter. Donc peut-être à ce moment-là, on pourra dire qu'on a atteint notre objectif. Mais pour le moment, je suis en train de commencer l'objectif. Vous ne comptez pas vous arrêter à si bon chemin? Pas du tout. Donc, Monsieur Paul, réellement c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau, sur le plateau de Sources de Vie. Et nous serons toujours tentés de revenir vers vous prochainement pour toujours gagner en conseil, pour toujours avoir une idée sur le monde entrepreneurial camerounais, sur le monde de consommation locale, sur le monde de production agroalimentaire. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir, en plus à ce jour particulier qui est votre jour d'anniversaire. Nous vous souhaiterons encore un joyeux anniversaire. Toute l'équipe de Sources de Vie vous adresse ses meilleurs vœux, Monsieur Paul. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci de nous avoir écoutés de bout en bout. Merci de toujours nous rester fidèles. À nous revoir pour d'autres éditions. Bye bye.